Donc aujourd'hui, je vais vous parler du résultat de l'utilisation des modèles animaux pour une bonne compréhension du fonctionnement du cerveau normal et aussi pathologique, en particulier dans le cadre de la maladie de Parkinson. Donc ces deux modèles, que ce soit le rongeur ou le primate non humain rendu parkinsonien par des toxines, comme je vous l'ai montré précédemment, ont servi à monter ou à modéliser le circuit moteur au niveau du cerveau pour comprendre le fonctionnement cérébral pour la réalisation d'un acte moteur. Donc, comme vous le voyez ici, c'est un schéma du circuit moteur simplifié. L'information vient toujours du cortex. Elle va être transférée donc par les voies glutamatergiques corticales vers les ganglions de la base. Et après, le traitement de l'information nerveuse au niveau des ganglions de la base, l'information est transférée au niveau du thalamus et le thalamus, qui est le relais en fait, va envoyer l'information finale au cortex pour donner en fait l'ordre d'exécution d'un mouvement. Donc ceci donc à gauche. À droite, vous avez de façon schématique le cerveau avec les différentes aires corticales qui projettent sur le striatum étant la structure d'entrée des ganglions de la base. Ensuite, le striatum va projeter sur les différentes structures des ganglions de la base, par la suite au niveau du thalamus, et le thalamus, comme j'ai dit, va projeter, comme vous le voyez, au niveau cortical pour l'exécution finale du mouvement. Alors, ici, c'est un schéma simplifié des différentes structures des ganglions de la base, cortex et thalamus. Donc, comme j'ai dit, l'information vient toujours du cortex vers les ganglions de la base en entrant au niveau du striatum. Donc, c'est députe, c'est-à-dire caudate putamen. Donc, à ce niveau-là, l'information corticale va être transférée aux structures des sorties des ganglions de la base qui sont en bas, la substance noire réticulée SNR ou GPI, le globus pallidus interne. Et cette information, pour arriver du striatum vers ces deux structures de sortie, elle va être véhiculée via deux voies. Une voie directe et une voie indirecte. Alors, la voie directe, c'est la voie directe qui projette directement du striatum vers ces deux structures. Et la voie indirecte, c'est celle qui passe par le GPE, c'est-à-dire le globus pallidus externe. Ensuite, le globus pallidus externe projette vers le noyau sous-thalamique, le STN. Et ensuite, le STN va projeter sur les deux structures des ganglions de la base. Donc, vous voyez très bien que les flèches ici, rouges, ce sont des flèches qui correspondent à l'excitation, et tout ce qui est noir, c'est l'inhibition. Donc, on voit très bien que c'est la balance entre la voie directe et la voie indirecte qui va correspondre à une activité normale et équilibrée au niveau des ganglions de la base pour que cette information projette vers le thalamus, ensuite vers le cortex. Et comme vous le voyez, le cortex projette finalement par la voie pyramidale sur donc, la formation réticulée et la moelle épinière pour l'exécution d'un mouvement. Donc ceci est à partir des animaux qui sont normaux, contrôle, qui n'ont aucune lésion au niveau du cerveau. Donc, si on regarde maintenant dans les cadres bleus, dans toutes ces structures des ganglions de la base, que ce soit le GPE, donc globus pallidus externe, au niveau du noyau sous-thalamique, STN, au niveau de la substance noire réticulée, SNR ou GPI, donc globus pallidus interne, on voit que dans la situation normale, on a une activité électrique tonique régulière dans toutes ces structures. Donc ça, c'est la signature d'une activité normale chez un individu normal. Par contre, si on regarde maintenant dans la situation parkinsonienne, donc si on a une lésion des neurones dopaminergiques au niveau de la substance noire compacte dans la SNC, il n'y a plus de projection vers le striatum et du coup, ce qui va se passer, c'est qu'il y aura un manque de dopamine au niveau du caudate putamen, CD-put. L'information va être véhiculée de façon fausse aux autres structures des ganglions de la base et en particulier vers les structures de sortie des ganglions de la base. Donc, on voit qu'il y a des modifications au niveau de l'épaisseur des flèches comparée à la normale. Je ne vais pas rentrer dans les détails là-dessus, mais par contre, je tiens à attirer votre attention sur le fait, si on regarde maintenant dans les cadres bleus, vous voyez que l'activité tonique au niveau du globus pallidus externe
que nous enregistrons chez donc l'animal normal, qui est tonique, se transforme en activité, en bouffée de décharge. Donc les potentiels d'action sont maintenant regroupés dans des lots en fait qu'on appelle des bouffées de décharge, contrairement à la situation normale où l'activité est tonique et régulière. Et ceci, on le voit pour le globus pallidus externe, on le voit aussi pour le noyau sous-thalamique, on a exactement la même chose. L'activité tonique régulière se transforme en activité en bouffée de décharge chez les animaux avec une lésion dopaminergique. Et nous avons exactement la même chose si on regarde les structures de sortie des ganglions de la base, que ce soit la SNR ou le globus pallidus interne. Donc ici, j'ai mis deux exemples de vidéos de l'activité des neurones chez un animal normal à gauche et un animal après la lésion dopaminergique à droite. Donc, comme vous allez le remarquer, l'activité est tonique et régulière chez l'animal normal. Donc, on voit très bien une sorte de régularité dans l'activité des neurones, surtout du noyau sous-thalamique ici. On dirait une horloge, c'est vraiment régulier. Maintenant, si on écoute l'activité des neurones du noyau sous-thalamique chez l'animal après lésion, comme vous avez remarqué, on voit très bien que cette activité tonique normale n'existe plus et elle est transformée en activité en bouffée de décharge, qui est plus ou moins anarchique.